Voici ici le cas d'un patient implanté dans le cadre d'un AVC cryptogénique et avec, quand on interroge le dispositif, de multiples épisodes de pause qui ont été enregistrés automatiquement par l'appareil. Quand on regarde le tracé, on voit effectivement sur le graphe un rythme de départ correct, puis un ralentissement très important. Le critère de pause est vérifié ici, puis on a un retour à une fréquence normale. Sachant que le patient est parfaitement asymptomatique, la durée de la pause rend les choses relativement improbables. Il s'agit de façon très improbable d'un épisode de véritable pause, puisque ce patient ne se plaint d'absolument rien. Quand vous regardez le tracé, vous voyez au départ un tracé à peu près correct avec des ventricules qui sont correctement détectés par l'appareil. Puis, vous avez une baisse progressive de l'amplitude des signaux qui, à partir d'un moment, sont toujours présents, mais ne sont plus détectés par l'appareil. Vous avez un critère de pause qui est programmé à 3 secondes, et il est vérifié ici, et puis vous voyez ensuite que la pause se poursuit, même si les ventricules spontanés, on peut les voir à l'œil nu, mais l'appareil ne les reconnaît pas puisqu'ils sont en dessous du seuil de détection qui est programmable, sachant que vous pouvez programmer effectivement le niveau de sensibilité. Puis, on a un retour progressif à l'amplitude du départ et on a de nouveau une détection correcte. Et au bout de 1, 2, 3, 4, 5 cycles classés VS, on a un diagnostic de fin d'épisode. Donc là, il s'agit clairement d'un faux positif de bradycardie ou de pause. Et ça, c'est quand même relativement fréquent chez les patients implantés avec ce type de dispositif. Et c'est extrêmement problématique pour la prise en charge, par exemple, pour l'équipe qui va être en charge de la télésurveillance, parce qu'on emploie parfois le terme de déluge de tracé. Parce que quand vous avez ces problèmes de sensibilité-là, eh bien, le patient, il peut y avoir de multiples tracés qui sont enregistrés en permanence et qui vont en permanence saturer les mémoires du dispositif. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment, il faut favoriser au moment de l'implantation, une amplitude d'onde de R qui soit satisfaisante. Si vous avez dès l'implantation des ondes de R de toute petite amplitude, vous risquez d'avoir ce genre de problème qui sature vos mémoires. Deuxième chose, il faut privilégier une loge qui ne soit pas trop grande par rapport à la taille du dispositif, parce que si l'appareil bouge, il y a possibilité à un moment donné de perte de contact des électrodes et vous aurez également un faux diagnostic de bradycardie ou de pause. Donc ça, c'est un problème réel. Tous les constructeurs essayent de trouver des solutions. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez programmer. Vous allez pouvoir programmer le niveau de sensibilité. Voilà, mais souvent, on a du mal un petit peu à corriger le problème. Alors, une première chose, ce patient a été implanté pour un AVC cryptogénique. La priorité absolue chez ce patient est de diagnostiquer les épisodes de FA et absolument pas des épisodes de pause. Il est tout à fait possible de déprogrammer l'enregistrement automatique des épisodes de pause, de bradycardie et ou de tachycardie et de restreindre juste l'enregistrement automatique à la raison pour laquelle vous avez implanté ce patient, c'est-à-dire la recherche d'une fibrillation auriculaire silencieuse. Alors, il y a eu pas mal de développements sur les nouveaux dispositifs de façon à réduire ce nombre de faux positifs qui est réellement un problème majeur pour ce type de dispositif. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le VEGM. C'est l'EGM non filtré. Et ce n'est pas sur cet EGM-là que travaille l'appareil. Les marqueurs ici ne travaillent pas à partir de cet EGM-là, ils travaillent par rapport à un EGM qui est filtré. Et jusqu'à présent, toutes les analyses se faisaient par rapport à cet EGM filtré et non pas par rapport à l'EGM que vous voyez sur le tracé. Sachez que la technologie SharpSense a été rajoutée sur les derniers dispositifs de façon à, s'il y a un diagnostic de bradycardie, de tachycardie, de pause fait sur l'EGM filtré, il va y avoir correction maintenant sur cet EGM non filtré avec possibilité de corriger le diagnostic. S'il n'y a pas de pause réelle sur cet EGM non filtré, eh bien, l'appareil corrigera ce diagnostic et n'enregistrera pas le tracé. Tout comme il peut y avoir un nombre important
de faux positifs de bradycardie, c'est la même chose pour les épisodes de tachycardie, avec globalement deux types de problèmes. Il peut y avoir des problèmes de parasitage, de myopotentiel, voilà, qui peuvent donner de multiples épisodes de tachycardie, de faux diagnostics de tachycardie. Là aussi, l'algorithme SharpSense a été intégré de façon à essayer de corriger ces faux épisodes et de façon à ne pas les enregistrer, avec un rétrocontrôle sur le VEGM. Voilà. Et puis vous avez ce deuxième type de problème-là, c'est-à-dire un patient jeune, avec une fois de plus les mémoires qui sont saturées de faux épisodes de tachycardie. Vous avez un patient au départ avec le marqueur activité, donc le patient est en train de faire un effort, et petit à petit, vous allez avoir une surdétection de l'onde T, donc il détecte à la fois l'onde R et l'onde T, et cela va au diagnostic de tachycardie avec enregistrement de l'EGM. Et donc, dès que ce patient faisait un effort, il y avait une surdétection de l'onde T et donc saturation des mémoires avec ce type d'épisode. Alors, pour la sensibilité, là, c'est peut-être quelque chose que l'on peut corriger. Comme pour un défibrillateur, il y a un certain nombre de paramètres que l'on peut modifier, que l'on peut reprogrammer. On peut reprogrammer le niveau de sensibilité, mais on peut programmer aussi le niveau d'adaptation et le retard d'adaptation. Et donc, en augmentant le niveau d'adaptation et en augmentant le retard d'adaptation chez ce patient, on a pu au moins partiellement corriger ce problème et réduire considérablement le nombre de faux positifs enregistrés dans le cadre de faux diagnostics de tachycardie. Voici ici un tracé labellisé FA, enregistré automatiquement par l'appareil chez un patient implanté dans le cadre d'épisodes syncopaux récidivants. Et chez ce patient, il y avait de multiples épisodes de FA qui étaient enregistrés et qui saturaient les mémoires et qui, du coup, limitaient la capacité de l'appareil à enregistrer de réels épisodes, par exemple, de bradycardie, la raison pour laquelle on avait implanté ce patient. Alors, il s'agit ici d'un épisode de FA qui a duré 35 minutes. Le patient ne se plaint de rien. Quand vous regardez le graphe, bon, c'est compatible avec de la F1, puisqu'on n'a pas de cycle objectivement répétitif, de motif répétitif, on a de la variabilité dans les cycles. En revanche, quand on regarde le tracé, on voit très probablement un rythme sinusal avec des extrasystoles atriales qui au départ sont détectées correctement, puis progressivement, on va voir qu'il y a une alternance entre la détection de l'onde R et la détection de l'onde P. Quand on détecte l'onde P, on ne détecte pas l'onde R qui suit parce que l'onde R est en période réfractaire, et donc ça vous donne des cycles relativement irréguliers avec à la fin, vous voyez l'irrégularité, un coup on détecte l'onde R, un coup l'onde P, et donc ça donne des cycles irréguliers. Vous rajoutez les extrasystoles atriales, et donc on a un diagnostic de fibrillation auriculaire qui est porté par la machine, alors que le patient est parfaitement sinusal. Alors, ça déjà dans un premier temps, ça oblige, avant d'envisager quelconque traitement, de toujours vérifier le diagnostic de la machine. Il est évident qu'on ne va pas commencer un traitement par anticoagulant sur de faux épisodes de fibrillation auriculaire. Il est toujours nécessaire de corriger le diagnostic automatique porté par la machine. Alors là aussi, il y a eu un certain nombre de progrès. Je vous ai dit que dans les nouveaux appareils, il y avait de nouvelles façons d'essayer de corriger ces faux positifs. Il y a une relecture des épisodes de bradycardie et tachycardie à partir du VEGM. Il y a un algorithme aussi qui recherche la perte de contact des électrodes. Et puis, il y a maintenant un algorithme. Jusqu'à présent, tout le diagnostic de FA était basé sur l'irrégularité des cycles, la variance importante. Aujourd'hui, il y a un algorithme qui va rechercher l'existence éventuelle d'ondes P précédant les QRS. Et donc, s'il y a une onde P, c'est-à-dire un motif reproductible avant les QRS qui sont détectés, c'est très en faveur d'un rythme sinusal et donc pas d'une fibrillation auriculaire. Et donc, quand vous avez un diagnostic de F1, il y a une recherche sur ce canal VEGM d'une activité atriale qui précède le QRS et qui fait penser qu'il s'agit bien d'un rythme sinusal et de F1. Le tracé n'est pas enregistré. Mais une fois de plus, il faut bien avoir en tête que ces faux épisodes de FA sont quand même un problème important parce que ça surcharge de la quantité de travail
pour les équipes qui assurent le télésuivi. Et puis surtout, quand vous avez de faux épisodes de FA, ils peuvent effacer d'éventuels vrais épisodes de FA qui auraient été enregistrés par la machine. Quand vous avez de multiples épisodes, les derniers vont effacer les tout premiers. Et donc, il y a un risque que de vrais épisodes de F1 soient effacés à la faveur de faux épisodes de F1.